Si je prends par exemple les hôpitaux français, dans un hôpital, n'importe lequel hôpital français, tu as entre 600 et 1000 logiciels différents, 600 et 1000 bases de données différentes. Et ces bases de données, elles appartiennent aux éditeurs et pas à l'hôpital. Enfin, ça craint, quoi. Ce que disait Dominique me rappelait une discussion assez désagréable que j'avais eue avec un ancien directeur des hôpitaux de Toulouse, dont je tairai le nom. L'Espagne qui était en retard par rapport à la France il y a 10 ans, moi je voyais ils avaient quasiment rien. À l'espace de 10 ans, ils sont bien meilleurs que nous. Moi, je suis hyper content de vous avoir tous les deux. L'idée, c'était de partager dans l'introduction de cette journée dédiée à la santé numérique. C'était de partager plein de choses, vos expériences, toute votre histoire. Alors, on le fait de temps en temps. Regarder un peu dans le rétro, c'est toujours intéressant de regarder dans le rétro, savoir ce qui s'est passé. On aime bien regarder devant parce qu'on aime bien, puis vous tous les deux, dans vos missions, vous êtes dans le futur déjà. Mais là, on va quand même se donner la possibilité, vu que la thématique, c'est les 25 ans, juste de regarder un petit peu dans le rétro et puis de vous passer la parole entre tous les deux pour voir comment, dans ces 25 dernières années, vous avez appréhendé le numérique, comment vous avez vu émerger le numérique, qu'est-ce que ça a changé pour vous. Et après, on verra peut-être même si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous auriez pu changer à tout ça de l'histoire. On commence par Eric. Bonjour à tous. Sur les 25 dernières années, quand on s'est posé la question en préparant cette table ronde, en fait, Pierre Fabre, le premier projet qu'on a peut-être identifié en numérique, c'était un projet avec Dassault Systèmes au début des années 2000, et c'était un projet qu'on appellerait aujourd'hui peut-être jumeau numérique. Donc c'était l'idée de faire des patients virtuels pour accélérer les études cliniques. Alors aujourd'hui, ça paraît une idée parfaitement banale. Peut-être qu'en 2003, si je me souviens bien, c'était un peu plus original. Et en fait, toute l'histoire a été jalonnée d'un certain nombre d'étapes, de succès ou d'échecs. Je vais peut-être aller tout de suite à un succès qui est une dernière expérience qu'on a faite avec Bot Design, je sais pas, Jean-Louis, voilà, qui est d'avoir un bras synthétique dans une étude clinique en dermatologie, et c'est la première étude clinique en dermatologie faite avec un bras synthétique au monde, donc c'est quand même une chose dont on est très fier. Et comme je disais à Jean-Louis, d'ailleurs, la semaine dernière, il y avait le congrès européen de dermatologie et de vénérologie à Paris, et on a été très heureux de le présenter, et les dermatologues qui étaient là étaient assez épatés par les résultats que ça donne. Et puis au milieu, il y a eu des choses qui peuvent paraître plus exotiques ou ésotériques et qui ont peut-être été aussi des échecs, comme par exemple Pierre Fabre avait été la première entreprise à mettre au point un gant de massage pour la lutte contre la cellulite, dans le cadre d'une marque que nous n'avons plus, d'ailleurs que nous avons vendue depuis, qui s'appelait Elansil, voilà, et qui était reliée à votre téléphone. Ça n'a pas été un franc succès commercial, voilà, donc, mais en tout cas, on était heureux de le présenter, même je crois que c'est la seule fois où on est allé à Las Vegas pour présenter cette opération. Mais voilà, et c'était quand même, on ne regrette pas de l'avoir fait pour ça. Donc en fait, dans une entreprise industrielle, le numérique va se retrouver à tous les étages. Donc on pense beaucoup à la R&D, et j'ai cité plutôt des exemples en R&D d'ailleurs, mais j'oublie pas l'industrie, parce que dans l'industrie, évidemment, le numérique apporte énormément, on pourra y revenir. Et puis il y a le commerce, parce que également dans la dimension, et nous essayons, et le comité de direction de Pierre Fabre a choisi de prendre ces trois orientations, nos trois sujets prioritaires sur data, IA, et j'allais dire numérique, plus généralement, c'est le commerce, la R&D et l'industrie. Et on a choisi de laisser un peu, pour l'instant, de côté d'autres fonctions vitales de l'entreprise, comme les RH, la finance, etc., qui peuvent évidemment aussi en bénéficier, mais on veut vraiment être tourné vers nos clients, et donc on a choisi, comme beaucoup, d'avoir des priorités, c'est celle-là. Donc, objet connecté, même si ça n'a pas marché, c'est quand même un objet connecté. Voilà. L'exploitation de données pour en faire des jumeaux numériques. Et le e-commerce, qui effectivement maintenant, c'est le quotidien, mais en 2000-2003, ça restait quand même un terrain à conquérir. Oui, alors en e-commerce, c'est vrai qu'on fait maintenant 23% de notre chiffre d'affaires en e-commerce, ce qui pour une entreprise de l'univers de la dermocosmétique, qui sont donc des produits vendus dans le circuit pharmaceutique en Europe et plus généralement ce qu'on appelle le circuit spécialisé dans les autres géographies que l'Europe, c'est un beau score, hein. Le leader mondial est à 30%, on est à 23%, donc on n'est pas très loin. Et ça nous permet aussi de nous internationaliser. On fait 70% de notre chiffre d'affaires à l'export, et ça a été un des grands forcément de développement. Je n'ai pas répondu à la question de tout à l'heure, qui est aussi de savoir ce qu'on aurait pu faire avec une baguette magique pour accélérer. En fait, je pense que peut-être la leçon qu'on tire de tout ça,
c'est que seules les approches brouillonnes étaient possibles. C'est pas très bien de dire ça en tant que chef d'entreprise, mais il fallait aller dans tous les domaines au même moment et avec des risques d'échec. Et ça, par contre, je ne le regrette pas. Parce que finalement, même si ça nous a conduit à des déceptions, parce qu'un échec est toujours une déception, à la fin de la journée, ça nous a permis de n'être en retard sur aucune ligne. Et ça, c'est bien. Voilà. Donc finalement, approche brouillonne, c'est pas très rationnel, mais c'était peut-être la seule. Et essayer d'éliminer les projets au fur et à mesure quand ils n'aboutissent pas, ce qui est une règle aussi assez drastique de l'industrie, assez commune de l'industrie. Mais finalement, la baguette magique, qu'est-ce qu'elle aurait changé? Que peut-être on soit allé sur les bons projets tout de suite. Était-ce possible? Pas sûr. J'entends bien. Bon, dans les startups, on a aussi cette idée d'accepter le risque et l'échec pour pouvoir effectivement, en démultipliant, trouver la branche à laquelle se raccrocher pour après générer du business ou des solutions. Super, merci beaucoup Eric pour tout ça. Dominique, on entend quand même que le numérique, ça a l'air d'avoir un petit peu aidé quand même à générer du business, à aider la croissance de Pierre Fabre. Comment toi, tu as vécu ces 25 dernières années dans le numérique, à tes différents postes et missions? Je vais te le raconter avec une anecdote. Moi, je démarrais dans le secteur de la santé tout court et de la santé numérique il y a un peu plus de 20 ans. Je connaissais vraiment rien du tout, j'arrivais de nulle part. Et j'ai été recruté par la clinique Pasteur comme informaticien, quoi, un simple informaticien. Et ma première présentation par le directeur de la clinique à l'ensemble de la communauté médicale en disant ben voilà, Dominique arrive pour informatiser le dossier médical de l'établissement. Et donc là, je me rappelle super bien qu'il y a eu un chirurgien, un urologue qui avait dit devant toute la communauté médicale je parie ma paire de couilles que ce mec n'arrivera jamais à informatiser le dossier médical. La santé, c'est un art, ça marchera jamais, etc. Et le reste de la communauté médicale, de toute façon, ça sert à rien d'informatiser. Et puis, ça nous coupe l'appétit de dépenser des sous pour financer un mec comme lui. Donc, il est interdit de cantine. Et donc, pendant 2 années, j'ai dû manger dans mon bureau avec des secrétaires médicales et des infirmières. Mais je suis de nature assez têtu quand même. Et donc, j'avais informatisé le travail. J'avais fait le travail avec des infirmières et des secrétaires pour informatiser le dossier médical. Et la chance a fait qu'un dossier national a été lancé qui s'appelle le DMP par Philippe Douste-Blazy à l'époque, et que le travail qu'on avait fait sur le terrain avait été mis en valeur. Et donc, le lancement national se faisait depuis ma clinique en illustrant avec ce dossier médical. Et donc, il y avait toutes les caméras de télévision et je vois le jour du lancement médiatique les caméras de Canal+ interviewer mon chirurgien urologue qui dit c'est fantastique le numérique, etc. Et donc je me suis rapproché de lui pour lui rappeler sa promesse et il m'a dit non, c'est une métaphore, ce que je disais à l'époque. Et in fine, maintenant, tout le monde dit bah ouais, c'est indispensable le numérique, etc. Donc ça, c'est du volet du terrain, vu du point de vue du terrain, et vu du point de vue un peu plus macro du pays, quoi, de notre secteur d'activité. Le retour sur 25 ans en arrière, tu es bien placé pour le savoir, c'est l'incroyable incompétence de l'État sur ce sujet. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de fou. Ça s'est développé sans aucune règle, sans aucun principe. On a dépensé de l'argent public en déployant des logiciels dans tous les sens, aucune règle de sécurité, aucun principe généraux, ni d'éthique, ni de communication, d'interopérabilité dans les logiciels. Et donc, on a créé en l'espace de une petite vingtaine d'années une sorte de bidonville numérique. Et maintenant, on doit faire avec ça. Alors petit à petit, l'État reprend la main, refixe une feuille de route, mais dans l'après-coup, donc on urbanise un bidonville qui existe depuis 20 ans. Et voilà, et donc ça, c'est quand même un truc où je me dis, franchement, ce manque d'humilité et de lucidité de l'État qui aurait dû fixer quelques règles pour que ça se développe de façon harmonieuse, ça, c'est un vrai loupé, franchement. Et tu ne penses pas que ça fait écho exactement à ce que vient de dire Eric, c'est-à-dire diffuser, aller dans tous les sens, comme peut-être l'a laissé faire l'État il y a quelques temps, en disant on essaye tout. Et on crée peut-être un bidonville. Alors, Pierre Fabre a eu la chance d'essayer, puis finalement trouver des vecteurs de succès. Et finalement, on a essayé plein de trucs, ou ils ont essayé plein de trucs à l'époque. Et puis finalement, maintenant, ça commence un peu à se dire, il faut qu'on urbanise, il va falloir qu'on échange des données un jour ou l'autre quand même. Ouais, après, il y a quand même, Jean-Christophe, en vrai,
il y a un truc typiquement français dans cette fuite en avant de l'expérimentation. C'est quand même une névrose un peu française, quand même, ce truc. Et donc, en fait, on n'aime pas passer à l'échelle parce qu'on n'aime pas trop prendre de décisions, on adore intellectualiser les trucs. Et donc, en fait, on a fait des dizaines de milliers d'expérimentations, mais si tu regardes l'histoire de la santé en France des 20 dernières années, ou des 25 dernières années, pas que dans le numérique d'ailleurs, on a exploré peut-être des centaines de milliers d'expérimentations. Il y a peut-être 3 réformes qui sont passées à l'échelle en France. Tu as plein de pays qui ne raisonnent pas comme nous, qui sont plus humbles, qui choisissent quelques combats et qui les mènent jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est un vrai problème français, ça. Effectivement, on voit le Portugal sur la télémédecine, ils ont baissé la tête, Ouais, ils avancent. ou l'Espagne qui était en retard par rapport à la France il y a 10 ans. Moi, je voyais, ils avaient quasiment rien. À l'espace de 10 ans, ils sont bien meilleurs que nous. Tu as des provinces espagnoles qui sont plus carrées, qui développent l'IA, qui ont une stratégie vraiment autour de leurs données, parce qu'ils se sont dit c'est là-dessus que va se jouer l'avenir de notre système de santé. Beaucoup moins intello que nous, beaucoup moins arrogant et plus pragmatique. Et ça, je pense, c'est un vrai sujet dans le numérique en santé. Oui, effectivement. Mais on voit quand même que maintenant où on en est, on commence à avoir certaines règles qui se mettent en place, on commence à avoir une façon de collaborer où des données qui sont générées par des industriels, quels qu'ils soient, peuvent commencer à être partagées, permettre de travailler sur ces données pour les forer et puis à créer soit de la recherche, soit des logiciels. Donc, ça évolue. Donc maintenant, si on regarde, alors justement, on a fait le petit coup dans le rétro, maintenant on regarde dans le pare-brise, en te le donnant la main. Tu vois ces 25 prochaines années, parce que là on parle, si on dit pas IA, oui, il faut dire IA, on nous avait dit. Edouard a dit, oublie pas de dire IA, parce que sinon t'es has-been, machin. Donc bon, IA on l'a dit, mais il y a quand même plein de choses, quoi. Comment tu vois les 25 prochaines années? Est-ce que le bidonville va rester un bidonville? Est-ce qu'il va y avoir des autoroutes dans le bidonville? Comment tu vois les choses? C'est hyper difficile et puis, je veux dire, je suis pas devin. Moi, mon feeling, peut-être pas dans les 20 prochaines années, mais dans les 5 à 10 prochaines années, on sera encore sur les sujets de la data. C'est la donnée de santé qui va être au cœur des parcours de soins, de l'efficience générale du système de santé, de la valorisation économique aussi. Donc je pense qu'il y aura un sujet autour de la donnée et je pense qu'on progresse quand même malgré tout en France, mais il faut faire gaffe quand même parce qu'on a vraiment du retard par rapport à d'autres pays européens et mondiaux qui ont une stratégie basée sur la donnée, avec une souveraineté sur la donnée, qui fait que nous, on a été flous sur ces concepts-là. Mais je pense que l'avenir, en tout cas, va se situer autour de la donnée. Tu vois, si je prends par exemple les hôpitaux français, dans un hôpital, n'importe lequel hôpital français, tu as entre 600 et 1000 logiciels différents, 600 et 1000 bases de données différentes, et ces bases de données, elles appartiennent aux éditeurs et pas à l'hôpital. Enfin, ça craint, quoi. Donc moi, je pense que fixer un principe où la data, c'est un bien commun, ça appartient à l'hôpital, et ça doit être partagé pour la valoriser, ça va créer à la fois de l'efficience sur les parcours de soins, mais aussi de la valeur économique. Et aujourd'hui, le gros de la pharma et de la medtech se dit c'est tellement le bazar en France qu'on se casse à l'étranger pour faire des études cliniques, donc on perd de la valeur économique dans notre pays. Donc moi, je pense qu'au moins dans les 3, 4, 5 prochaines années, la data va être clé. Évidemment, tu auras les sujets d'intelligence artificielle, il y en aura partout. Je pense que clairement, l'IA diagnostiquera mieux qu'un médecin, fera des meilleurs plans de soins, prescrira mieux, etc. Mais bon, en vrai, c'est quand même pas ChatGPT qui va te tenir la main quand tu auras un cancer, quoi. Donc, moi, ma vision, c'est qu'on nous bassine sur le fait que l'avenir de l'humanité, c'est le numérique. Moi, je pense l'inverse. Je pense que l'avenir du numérique, ça va être très humanisé, ça va être l'humain. Et que donc, tous les métiers d'empathie, de relations humaines, de revenir à ce qui crée quelque chose d'émotionnel et d'affectif dans la relation humaine, dans la santé, l'avenir, ça va être ça. Et donc, moi, je pense que les boulots d'aide-soignante, d'infirmière, tous ces métiers tournés vers le soin, et la relation humaine, ça va être ça l'avenir du numérique. Et je pense que ces dernières années, on a trop technicisé la santé et tu te retrouves avec des médecins qui sont plutôt des algorithmes aujourd'hui, alors que ce n'est pas ça qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est ce côté empathique et ça, on en aura toujours besoin. Donc moi, mon feeling, c'est que l'avenir du numérique, il sera très, très humanisé. Merci Dominique. Eric, tu partages cette vision sur la donnée, l'Eldorado de la donnée, et puis le romantisme dans l'informatique. C'est un peu ça que tu racontes un petit peu, non? Ah ouais, moi je suis romantique. Ouais, je sais que tu es romantique. Donc c'est un petit peu ça. Tu partages aussi?
Et notamment quand on parle de santé, parce que la santé est toujours véhiculée par un professionnel de santé, et c'est ce professionnel de santé qui est au cœur du système. Après, je pense que le numérique apporte deux choses, une dimension forcément d'accélération et une dimension de réassurance. Une dimension d'accélération parce que en fait, la quantité de données et les moteurs qu'on met derrière en fait, permettent d'aller plus vite donc vers la découverte. Et ça, c'est aussi extrêmement rassurant pour l'humanité. Si je reviens à des choses très très basiques qui sont par exemple d'arriver à connaître l'état de l'art sur un domaine précis pour un chercheur chez nous à un instant T, par rapport à ce que l'on faisait il y a une vingtaine d'années, qui était, même si on utilisait des outils numériques, qui étaient un peu empiriques d'aller chercher, mais d'être jamais sûr de ne pas avoir une zone d'ombre. Finalement, maintenant, on a accès à un volet de connaissances qui est quasiment universel et qui permet, évidemment, sous couvert d'un certain nombre de qualifications et de contrôles, d'avoir accès à une connaissance qui permet d'aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est un élément assez basique, mais qui est quand même fondamental. Et le deuxième, c'est l'élément de réassurance, parce que quand on passe ces sujets, je pense que M. Fabre a utilisé beaucoup de métaphores, où il avait toujours une vision assez peut-être romantique, lui aussi, de la façon dont il décrivait ses métiers. Et quand il parlait des études cliniques, il disait le gros drame de l'industriel en médicaments, c'est qu'on a beau faire une étude clinique sur 3000 patients, ce qui est déjà beaucoup, au moment où le produit est commercialisé, c'est des millions de patients qu'il va arriver à toucher. Et finalement, à ce moment-là, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues dans l'étude clinique. Et ça, c'est à 100% vrai. Bon. Et finalement, qu'est-ce que va apporter le numérique, l'accès aux données que décrivait Dominique, etc. Eh bien, c'est en fait de pouvoir rassurer beaucoup plus sûrement, j'allais dire, avant le lancement, qu'on va limiter encore plus ces facteurs connexes que l'on va pouvoir voir. Et pour une entreprise qui s'intéresse beaucoup, évidemment, au traitement, mais aussi à tout ce qu'on appelle les effets secondaires des traitements. Tout médicament, tout traitement a des effets secondaires. Et donc, c'est très important pour nous de pouvoir nous réassurer comme ça, préventivement, grâce au numérique. Voilà. Après, il y a encore beaucoup de défis à relever. Donc, je ne sais pas si après Action Logement, on doit parler d'un bidonville, mais en tout cas, je sais pas si on est encore dans le bidonville. Mais en tout cas, ce que disait Dominique me rappelait une discussion assez désagréable que j'avais eue avec un ancien directeur des hôpitaux de Toulouse, dont je tairai le nom par Charité Chrétienne Assumée, et qui en fait voulait absolument que la moindre donnée à laquelle nous aurions accès soit payante, même si elle était mauvaise. Bon, et nous, on n'arrêtait pas de lui dire qu'à un moment, la donnée, ça doit être qualifié, ça doit être, etc., etc. Ces discussions tournaient en rond, ça n'arrivait pas, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que beaucoup des initiatives de l'État ont été un échec sur ce sujet. Parce que, et je retiens ce qu'a dit Dominique en parlant de l'universalité de la donnée, du bien commun que représente la donnée, et c'est vrai qu'à un moment, il faut quand même craquer, je pense, ce sujet pour être capable de co-construire de l'innovation qui est au service des patients et de la sûreté des traitements qu'on peut leur proposer. Voilà, donc c'est un sujet, on pourrait y passer la journée, hein, mais on ne sera peut-être pas d'accord d'ailleurs avec Dominique là-dessus, mais en tout cas, je pense qu'il y a quand même beaucoup à faire dans ce domaine. Donc, réassurance, accélération. Ouais, j'entends quand même que par rapport au début de l'intervention, quand on regardait dans le rétro, il y avait des risques, on allait un peu dans tous les sens et on arrivait à s'agripper à une branche qui nous permettait d'avancer. Mais finalement, ce que j'entends aussi, c'est que data, IA permettrait, dans ce que tu partages, justement de diminuer ce risque parce qu'il nous permet d'avoir une vision peut-être un peu plus qualifiée de la suite des opérations. J'ai bien compris ce que tu faisais passer comme message? Alors, je me suis déplacé dans mon point de vue, parce que le premier point de vue que j'ai exprimé, c'est le point de vue de l'industriel, du chef d'entreprise. Oui, oui. Et là, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution qu'effectivement d'aller sur des sujets qui nous dépassent avec du tâtonnement, ou comme on le dirait si on parlait de diplomatie, aller vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Donc, à un moment, c'est vrai je pense qu'il n'y a pas d'autre solution. Si je me place du point de vue du produit fini et du patient, il n'y a pas d'autre solution que d'y aller avec une réassurance totale. Donc, en fait, c'est deux moments différents de la vie du produit ou de la vie de l'entreprise, et ces deux approches différentes qu'on est obligé, évidemment, de mixer dans une stratégie d'entreprise. Mais c'est deux moments différents, en fait, je pense. Donc, les deux ne sont pas antinomiques pour moi. J'entends bien ça. Tu partages aussi, Dominique, cette approche où la data pourra amener aussi, avec de l'IA, une réassurance, une assurance? Ouais, globalement, oui, je suis d'accord. Le sujet, quand même, pour moi, par intuition, c'est que ça marchera s'il y a un contrôle citoyen. C'est-à-dire, mon intuition, c'est que la technologie va être tellement
spectaculaire et troublante. Moi, c'est la première fois en 25 ans que je suis dans le secteur qu'avec l'IA, je suis vraiment troublé par une technologie, vraiment troublé. Et je pense que ça va s'accélérer. Et donc, pour moi, il y a un pari de modèle sur ces sujets de numérique en santé, c'est de faire confiance aux gens et aux citoyens. Et donc, l'implication des citoyens sur ce sujet, en leur faisant confiance, même si ce n'est pas des geeks, je pense que les gens ne sont pas cons. Ils peuvent comprendre pourquoi la donnée peut servir à mieux soigner. Ils peuvent comprendre pourquoi il y a des enjeux de souveraineté. Même si ce sont des sujets très tech, je pense qu'on peut arriver à créer quelque chose de mature en France et en Europe en impliquant les citoyens. Et ce truc-là ne se fait pas vraiment. En fait, on infantilise les gens. On a des débats, voilà, genre Hanouna, quoi, tu vois, hyper outrés, tout ça là. Alors que moi, je pense que si on fait confiance aux gens, qu'on explique, les gens, ils vont se saisir de ce sujet, ils aideront à transformer les choses. Pour donner un petit exemple, j'ai un souvenir, il y a Giovanna dans la salle qui est là, voilà, qui est la papesse de l'éthique et du citoyen dans le secteur de la santé en France. On avait créé un comité citoyen pour piloter un petit peu la stratégie nationale de l'État sur le numérique en santé. Donc on avait tiré au sort une quinzaine de Français, donc il y avait de tout, hein, zone rurale, toute catégorie sociale, etc. Je me rappelle même d'un monsieur qui n'avait même pas de quoi se payer le taxi pour venir travailler sur ces sujets. Donc on avait fait confiance a priori à des citoyens français. Ils avaient fait l'effort de se former, on les avait formés à ces sujets qui étaient hyper techniques, etc. À la fin, le rapport de ce comité citoyen, alors qu'il y avait des avis différents, ils ont réussi à se mettre d'accord entre eux, alors qu'il y avait des avis très différents, des sensibilités politiques différentes, sur un rapport commun qui est d'un niveau très élevé, qui est aussi élevé qu'un rapport d'Énarque. Et donc moi, je pense que faire ce pari de la pédagogie et de la confiance citoyenne sur ces sujets-là, c'est un moyen qui va nous permettre d'asseoir une politique mature et volontariste sur ces sujets de la donnée de santé. Si on met de côté les citoyens, moi, je pense qu'on peut aller dans le mur sur ces sujets. L'utilisateur final, entre guillemets, patient, citoyen, quel qu'il soit, qui soit impliqué aussi dans ce qui va se passer dans le futur, je suis assez en phase aussi sur tout ça. Okay. Et la formation, on parlait de tout ça, il y a une histoire aussi de formation, peut-être pour appréhender tout ça, que ce soit une information citoyenne ou une formation des professionnels de santé, des des techniciens, c'est des sujets qui, pour vous, sont tous les deux, hein, sont primordiaux, c'est des choses qui sont dans la cible de ce que l'on doit aussi faire évoluer. Moi, ce que j'aime bien en ce moment, en tout cas, peut-être on n'est pas tous d'accord sur le sujet, mais au fond, j'aime bien le cadre des principes qui est posé par l'Union européenne sur ces sujets. J'aime bien le cadre éthique qui est posé, qui peut servir de référentiel pour l'information et la formation. J'aime bien l'IA Act, j'aime bien la garantie humaine de l'intelligence artificielle, j'aime bien la logique d'espace de données fédérés à l'européenne. Donc c'est une vision, moi, qui me convient bien. Et je pense que si on s'appuie juste sur ces principes européens qui sont un petit peu techniques, mais qui sous-tendent une certaine tradition de pensée humaniste et éthique à l'européenne, respectueuse des libertés individuelles, je pense qu'on peut embarquer l'information et la formation et des professionnels de santé, des citoyens. Je pense qu'il ne faut pas inventer un truc à côté. Là, il y a une ligne qui est tracée, qui me semble assez claire et assez marquée. Donc moi, je milite en fait pour que ça soit ça sur lequel, enfin, ces référentiels européens sur lesquels il faut faire de la pédagogie. D'ailleurs, la DNS, je crois, fait une réunion sur l'espace européen des données de santé, là, un événement la semaine prochaine. Et je pense que là, elle fait bien son boulot d'information et formation sur ces sujets. Je pense que c'est le cadre qui nous convient bien, en fait, ça. Ça fait 2-3 fois, hein, on parle de la France, mais à chaque fois, on élargit. On voit bien quand même qu'il y a cette interaction Europe-France qui fait que si les synergies et si les cibles sont bien définies, il peut se passer des choses à tout, puis profiter justement, comme tu disais tout à l'heure, Espagne, Portugal, de pays qui voient les choses différemment et nous faire progresser à nous aussi différemment, quoi. Ouais, et puis, maintenant, tu as Trump quand même. Hein, tu ne vas pas lutter contre Trump juste en étant toulousain. Quoi. Il va quand même falloir se donner une taille un peu supérieure. Eric, sur la question de la formation, est-ce que tu as un avis aussi Je vais revenir aussi sur l'autre question qu'a abordée Dominique. Bon, dans la relation des industriels avec les patients via leurs données de santé, il y a ce qu'on appelle le consentement éclairé. Et c'est une notion qui, je trouve, est assez centrale et qui mérite d'être appelée. C'est-à-dire que personne ne doit pouvoir voir ses données de santé utilisées
dans le cadre d'un essai clinique, dans le cadre de tout ce que l'on veut, sans avoir formulé son consentement éclairé. Et le corps médical est acteur de ce consentement éclairé. Je crois après que pour répondre aussi à ce que disait Dominique sur le poids de l'humain, la nécessité d'avoir une référence humaine à la fin, je veux dire, il y a quand même deux mots ou deux conceptions qui sont aujourd'hui complètement niées par les écrans qui occupent nos esprits ou nos soirées. C'est la notion de référent. Parce qu'effectivement, il y a des référents dans les domaines scientifiques et il faut assumer qu'il y ait des référents qui soient meilleurs que d'autres. Il y a une notion, alors que notre société déteste, qui est la notion de la hiérarchie. Parce que dans les référents, il y a des hiérarchies. Et au risque de choquer, peut-être qu'un professeur de médecine a effectivement plus de qualifications qu'un médecin qui n'est pas professeur de médecine. Pas dit autre chose. Et ça, j'insiste là-dessus parce que parfois, quand on parle de ces sujets, finalement, on entend, et vous faisiez tout à l'heure référence au Covid, monsieur, et c'est vrai que la période du Covid a été très emblématique par rapport à ça. On avait tous les jours des médecins non qualifiés qui nous expliquaient des choses sur des sujets très pointus, et la capacité à admettre qu'on ne sait pas est quand même souvent absente de notre univers médiatique. Et quand on revient au sujet du numérique, c'est absolument très important, je pense, de qualifier cette chaîne hiérarchique et de bien avoir conscience des qualifications nécessaires pour être capable de qualifier. Alors ça paraît peut-être basique. Et aujourd'hui, quand on revient à la question de la formation est complètement absente sur ces sujets. Je pense que dans les études de médecine, ça doit être à peu près au niveau de ce qu'on appelle la thérapeutique. Dans 10 ans d'études de médecine, les médecins font moins de 10 heures de thérapeutique, c'est-à-dire travaillent sur les médicaments moins de 10 heures pendant 10 ans de leurs études, raison pour laquelle, quand quelquefois on entend critiquer les métiers qu'on appelle les visiteurs médicaux, mais heureusement qu'il y a des visiteurs médicaux pour leur expliquer ce qu'est un médicament, parce que, pardon, je caricature et je vais très vite, mais les médecins le disent eux-mêmes, ils découvrent le médicament quand ils arrivent à l'hôpital et qu'ils sont confrontés à la discussion avec le pharmacien de l'hôpital. Ça, ils nous le disent très régulièrement. Quand on revient au sujet du numérique, je pense effectivement que ça vaut le coup d'investir sur ces formations parce que comme tout le monde, de toute façon, aura affaire à transiter par le numérique, à transactionner avec le numérique, effectivement, on doit être formé dans toutes les dimensions qu'a cité Dominique, la dimension technologique, mais aussi cette dimension éthique à laquelle il faisait référence. Merci messieurs pour tout ça. Il y avait des mots qui venaient du cœur, il y a des mots qui venaient des tripes aussi. C'était très, très intéressant de pouvoir vous écouter sur ce qui s'est passé, ce qui va se passer, même si on n'a pas une vision à 25 ans non plus, on est d'accord, ce serait un peu difficile d'avoir cette vision-là. Il reste à vous remercier pour vos interventions, le partage de vos idées, puis à très vite dans cette journée. Alors. Merci.